Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand parle avec les morts cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'aimerais bien parler avec les morts, mais à défaut, j'ai convié deux familiers du spiritisme, Viviane Perret, auteur de Esprit es-tu là, à la librairie Vuibert, et Stéphane Alix, qui vient de faire paraître chez Albin Michel Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Et pour commencer, vous allez, nous parler d'Allan Kardec. Exactement, personnalité fascinante que celle d'Allan Kardec qui, depuis plus d'un siècle, divise les experts en surnaturel. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Jean-Sébastien sur les origines de l'expression « toucher du bois ». Vous commencez à comprendre, Anissa, pourquoi nous avons intitulé cette émission « Les forces de l'esprit ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Sa tombe est une des plus connues du cimetière parisien du Père-Lachaise. Avec son allure de dolmen celtique en granit grisâtre, elle peut sembler un peu étrange. C'est la sépulture d'Allan Kardec. Surprise, cette tombe est toujours fleurie, ce qui est quand même assez inattendu pour un homme peu connu, disons-le, du grand public. Encore aujourd'hui, près de 150 ans, après la mort de celui qu'on a surnommé le pape du spiritisme, cette tombe demeure un lieu de recueillement. C'est qu'Allan Kardec et son œuvre suscitent toujours d'ardentes passions, à tel point qu'il peut être difficile, dans la littérature qui lui est consacrée, de trouver des nuances entre partisans et détracteurs du personnage. On est parfois obligé de lire plusieurs pages avant de savoir si l'on a affaire à quelqu'un qui adhère aux théories de Kardec ou pas. Kardec est regardé tantôt comme le porteur de messages universels fondés sur le dialogue avec les esprits, tantôt comme un homme crédule aux théories insignifiantes. Mais au-delà de ce débat, on ne peut qu'être interpellé par le destin de cet homme qui, à sa mort, comptait tout de même quelques 600 000 fidèles en France. Paris, 1854. 1854, c'est le début du Second Empire. Celui qui ne s'appelle pas encore Allan Kardec porte un nom beaucoup plus classique, Hippolyte Rivail. C'est un bourgeois tranquille d'une cinquantaine d'années, marié, avec un physique plutôt banal, il faut bien le dire. Il a tout de même un regard assez étonnant, assez perçant. Il est originaire de Lyon et, après avoir été enseignant, il s'est bâti une petite réputation pour des ouvrages pédagogiques. Il est passionné d'éducation, il est pétri d'idées rousseauistes, il s'intéresse par ailleurs aux magnétiseurs et à leurs dons, comme beaucoup de ses contemporains. À première vue, la paisible existence de l'aimable monsieur Rivail semble toute tracée, pour ne pas dire même un petit peu ennuyeuse. Et voilà que, soudain, une série d'événements vient bouleverser cette vie de fond en comble. Tout a commencé par la confidence d'un de ses amis qui lui parle d'un passe-temps auquel le tout Paris d'alors s'adonne avec passion, les tables tournantes. Il s'agit, lui explique cet ami, en appelant des esprits, de faire bouger des meubles afin d'établir un dialogue avec les morts. À l'époque, il y a vraiment de quoi être surpris. Néanmoins, Rivail, qui est très sceptique, ne cherche pas à aller plus loin. Dans un premier temps, ça n'intéresse pas tellement. C'est seulement l'année suivante qu'un autre ami beaucoup plus crédible, semble-t-il, lui parle du même sujet, et cette fois avec un enthousiasme communicatif, puisque Rivail finit par rencontrer plusieurs adeptes de ce hobby, dont un qui aborde la question avec un sérieux qui aurait quand même de quoi dérouter. Cette fois, Rivail se laisse tenter, il veut voir ça de ses propres yeux, il veut comprendre à quoi ça ressemble, il veut voir la forme prise par ces phénomènes étranges, et sa première séance a lieu en mai 1855 dans un appartement du faubourg Montmartre. Il témoigne. Ce fut là, pour la première fois, que je fus témoin du phénomène des tables tournantes, sautantes et courantes, et cela dans des conditions telles que le doute n'était pas possible. J'y vis aussi quelques essais très imparfaits d'écriture médiumnique sur une ardoise. Mes idées étaient loin d'être arrêtées, mais il y avait là un fait qui devait avoir une cause. J'entrevis, sous ces futilités apparentes, quelque chose de sérieux et comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir.
Toute la démarche de Rivail est donc là déjà, en gestation dans ses lignes. En cette époque de positivisme triomphant, Rivail pense qu'une approche scientifique du phénomène est possible et évidemment, ce qui s'ouvre à lui, c'est un véritable champ d'analyse. Il veut être là pour observer, pour expérimenter, pour étudier, sans idée toute faite. C'est un peu le Stéphane Alix de l'époque, disons-le. Lors de séances régulières, Kardec, enfin il ne s'appelle pas encore Kardec, je devrais l'appeler par son nom, Monsieur Rivail, il entre en contact, ou du moins le croit-il, avec un esprit nommé Zéphyr, qui se présente comme une sorte de protecteur. Un jour, cet esprit lui fait une révélation étonnante. Nous nous sommes connus dans une lointaine incarnation. Nous étions ensemble dans les Gaules. Tu étais druide. Tu te nommais Allan Kardec. À la même époque, des amis très versés dans les tables tournantes, dont le célèbre auteur Victorien Sardou, montrent à Rivail des liasses de notes prises lors de séances de spiritisme. Ils se disent que, après tout, ce Rivail Kardec pourrait en tirer une synthèse, et c'est ainsi que le pédagogue, guidé par les esprits, avec des médiums comme intermédiaires évidemment, va surmonter ses hésitations, va s'atteler à un travail colossal. Je cite Alain Decaux. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse formuler sur le personnage, on ne peut qu'admirer son opiniâtreté, son courage. Certes, il n'avait rien à gagner à se lancer dans cette difficile aventure. Ce qu'il cherchait sans cesse, c'était une cohérence dans l'expression de la théorie spirite. Il était accablé par le nombre d'obscurités qui subsistaient. Rivail entend interroger les esprits avec méthode, en les interpellant sur de nouveaux sujets. Il veut, si l'on peut dire, élargir le spectre. Son travail avance à un rythme impressionnant, sa théorie se précise, s'ordonne. L'objectif à terme, c'est de publier les fameux travaux, bien entendu. Que Rivail en soit ou non conscient, une chose est sûre, sa vie va être changée à jamais. Un extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz à l'instant sur Europe 1. Et vous allez tout savoir cet après-midi de l'histoire du spiritisme, puisque Franck Ferrand, vous avez décidé de nous raconter l'incroyable histoire d'Allan Kardec, ou plutôt Hippolyte Léon Rivail. Oui, alors maintenant ça y est, ça y est, il se fait appeler Allan Kardec. Et il a bien l'intention de publier son premier livre dont il prend tous les frais à sa charge. C'est un gros risque pour lui, bien entendu. Jean Prieur le dit, tous les éditeurs pressentis font assaut de regrets et d'éloges qui ne coûtent rien. Personne ne veut risquer d'argent sur un auteur inconnu et un livre sans avenir, pense-t-il. En avril 1857, Kardec voit donc ses efforts récompensés. On publie enfin le Livre des Esprits. Son titre complet est tout un programme. Je cite, « Le Livre des Esprits, contenant les principes de la doctrine spirite sur la nature des esprits, leurs manifestations et les rapports avec les hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. Écrit sous la dictée et publié par l'ordre d'Esprit supérieur, et il y a un E majuscule à Esprit supérieur, par Allan Kardec. Et ce livre, qui aurait pu rejoindre l'immense bibliothèque d'ouvrages sans lendemain, ce livre est un succès. C'est pas un succès, c'est un succès fabuleux. On se passionne pour les théories de Kardec. Je pense que ce livre, disons-le, tombe exactement au bon moment, à une époque où la société entière commence à se passionner pour ce phénomène. Et comme Kardec, par ailleurs, est un pédagogue, je vous l'ai dit, c'est un vulgarisateur, eh bien, il met son talent de pédagogue au service de sa thèse, et ça rend tout ça très accessible. En résumé,
Il présente les modalités du dialogue avec les esprits, il assure qu'ils sont eux-mêmes faillibles et qu'il existe une hiérarchie entre ces esprits. Kardec plaide pour l'existence de Dieu à l'origine de toute chose. Il affiche sa foi en la réincarnation. C'est peut-être l'aspect le plus intéressant et le plus important d'ailleurs, ça. Nous allons y venir dans un instant avec Viviane Perret. Il soutient que les esprits sont simplement en attente d'une nouvelle existence corporelle qui leur permettra de progresser. Fort de son succès rapide, Kardec veut établir un lien régulier avec ses lecteurs. Ça va être l'origine de la fameuse revue Spirit, qui existe toujours aujourd'hui et dont le premier numéro paraît le 1er janvier 1858. Là encore, ces écrits qui relatent l'actualité du spiritisme et des expériences menées par des médiums, ces écrits ont de quoi intriguer ou faire sourire, évidemment, un certain nombre de sceptiques. Sylvia Struzman précise: on y rencontre une foule d'esprits illustres tels que Saint-Louis, Voltaire, Luther, Saint-François de Sales, Rousseau, Saint-Augustin, La Bruyère, Lamennais. Un flot d'âmes errantes envahit les colonnes de la revue. On trouve par exemple cette ombre qui raconte comment elle a assisté à son propre enterrement sans comprendre qu'elle était morte. Kardec, décidément aussi actif que réactif, ne s'arrête pas là. Il est convaincu de l'intérêt scientifique de son travail. Il faut dire qu'il est soutenu par une femme très dévouée, son épouse Amélie, qui se met à organiser un véritable mouvement. Il crée la Société parisienne des études spirites, qui va être le modèle de nombreux autres groupes qui naîtront un peu plus tard en France, en Europe et même un peu partout dans le monde. Il faut dire que la progression des idées spirites est tout simplement fulgurante. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une progression qui se constate dans toutes les couches de la société. Jean Prieur le souligne. Sur son bureau, c'est une avalanche de lettres émanant de tous les milieux, même et surtout des milieux ouvriers. On lit Kardec dans les corons et dans les chaumières. On le lit aussi dans les palais. Miss Blackwell, la traductrice anglaise de l'heureux auteur, nous apprend que l'empereur Napoléon III le fit venir plusieurs fois aux Tuileries pour s'entretenir avec lui de ces sujets qui le passionnaient, lui et son épouse. Soyons tout à fait honnêtes, celle qui est passionnée par le spiritisme, et elle aura l'occasion de le démontrer, c'est l'impératrice Eugénie. Ça aussi, nous en dirons un mot tout à l'heure. Bien sûr, il y a parfois une forme d'ambiguïté dans l'attrait pour ces théories. Au-delà de sa doctrine, le public peut être rassuré par la réincarnation. Il peut être fasciné par l'idée de dialoguer avec une mère, un frère, un enfant, un amant disparu. Cet aspect de dialogue avec les disparus est essentiel, bien entendu. Il est même au cœur du débat qui va s'ouvrir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, l'engouement est extraordinaire et à partir de 1860, Kardec se lance dans de véritables tournées à travers la France. Il est devenu un conférencier à succès. On veut le voir, on veut l'entendre. Alors évidemment, faire des tournées aujourd'hui, c'est relativement facile, quoique avec les grèves permanentes dans les transports aériens et les dérégulations complètes du système ferroviaire, ça commence à redevenir difficile. Mais nous avons, nous, connu une période où c'était encore assez facile de voyager en France. Ça le devient moins, je dois reconnaître. Mais à l'époque, c'est un exercice exténuant. Il faut enchaîner les obligations. Il faut passer d'un train inconfortable à une voiture branlante. Mais la récompense est au bout, si je puis dire, puisque le public est partout présent. Jean Varty raconte, je le cite, « Au cours de ces tournées, il arriva à Kardec de s'adresser à des auditoires de 500 ou 600 personnes. L'ovation qu'il recevait partout, le recueillement avec lequel on l'écoutait, le fait d'être traité en rayon éclatant de la divinité aurait dû produire en lui une certaine ivresse. Mais il n'y paraissait pas. Il abandonnait rarement le ton du maître d'école, ennemi de l'improvisation et de l'élan spontané. » Kardec est passionné par sa mission, c'est vrai. Il a trouvé une sorte de vocation, mais il sait garder la tête froide, et ça n'est en tout cas peut-être pas la moindre des explications du succès phénoménal qu'il a pu rencontrer. Au-delà de son succès incontestable, et peut-être à cause de ce succès, le théoricien doit affronter toutes sortes de déconvenues, de critiques, de persécutions, que voulez-vous, comme disait Saki, c'est au premier chrétien qu'échoit le plus gros lion.
Et les forces de l'esprit règnent cet après-midi sur Europe 1 avec Franck Ferrand jusqu'à 15h. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poster vos messages sur la page Facebook au cœur de l'histoire et puis bien sûr sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et on parle de spiritisme aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire. Avec vous, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous raconter l'incroyable histoire d'Allan Kardec. Il devient une véritable star, on peut le dire. Il est en tournée à travers la France et le public est bien présent. Oui, et à côté de ces conférences, bien entendu, Allan Kardec poursuit ses expériences. Et avec quelle ferveur! Il va publier plusieurs ouvrages au fil des années. Ces publications, qui sont ambitieuses, précises et développent sa théorie, elles sont aussi pour lui l'occasion de parler sans détour des fraudes éhontées de certains médiums. Il faut vous dire que, évidemment, comme tous les phénomènes de mode et de société, il s'accompagne d'un commerce, évidemment. Il aborde les critiques dont ces théories font l'objet. On ne peut pas dire d'Allan Kardec qu'il essaie de fuir ses responsabilités ni d'échapper au débat. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, tout le monde n'est pas convaincu, bien entendu. Le phénomène des tables tournantes en général et la doctrine spirit de Kardec en particulier suscite, disons-le, un certain nombre de réactions très hostiles. Par exemple, même s'il arrive que des religieux s'intéressent sincèrement aux œuvres spirites, une grande partie d'entre eux y sont fermement opposés. Ils pointent du doigt des faiblesses théologiques dans les affirmations de Kardec. Ils pointent du doigt le danger que représentent ces affirmations pour ceux qu'elles pourraient séduire. Et de façon extrême, il y a même à Barcelone, en 1861, carrément un auto-da-fé des œuvres de Kardec. On se réunit pour brûler ces œuvres. C'est Jean Vartier qui parle. 300 ouvrages sur le spiritisme avaient été saisis à la frontière et condamnés par l'évêque de Barcelone comme hérétiques. L'Inquisition n'est jamais très loin. Le prélat avait ordonné qu'ils fussent brûlés en place publique. Le bourreau ne fit même pas grâce aux fragments de sonates dictés par l'esprit de Mozart. Allez, un petit peu d'ironie ne fait jamais de mal. Si Kardec est sans doute dépité par toute cette violence que soulève son activité, il ne peut pas ignorer en même temps la publicité extraordinaire que ce genre d'outrance peut apporter à son œuvre. Et on peut penser que le manque de reconnaissance, voire le dédain de certains milieux, notamment scientifiques, à son encontre, évidemment, lui le sert d'une certaine manière. Mais ça l'attriste. Et fondamentalement, je dirais que les inconvénients de la situation sont pour lui pires que les avantages. Il est très triste de se voir voué aux gémonies par tous les grands esprits de son temps. Kardec est un homme qui est très certainement sincère. Il pense vraiment agir selon des méthodes rigoureuses au service d'une discipline et d'un monde nouveau dont il faut inventer en quelque sorte la méthodologie puisque c'est une discipline qui n'existait pas. De même, des œuvres produites dans le cadre du spiritisme sont parfois regardées avec réserve ou mépris. C'est par exemple le cas de productions prêtées à des esprits de personnages célèbres. Ça, c'est toujours un peu dangereux, bien entendu. Je cite de nouveau Alain Decaux. L'ennui, c'est que les esprits ne manifestaient plus rien du génie qu'ils possédaient de leur vivant. Jeanne d'Arc dictait elle-même sa biographie, mais celle-ci était d'une affligeante platitude. Bach et Mozart se manifestaient sous les doigts d'un spirit musicien, mais leur composition était d'une banalité désespérante. Même quand Victor Hugo à Guernesey invoqua Shakespeare ou Dante, ces grands esprits répondirent par des textes dont le style ressemblait de façon troublante à celui de Victor Hugo. Tout cela n'ébranlait pas Allan Kardec, il déclarait « Le médium peut altérer la réponse et l'assimiler à ses propres idées. » Eh oui, tout est dans tout, n'est-ce pas? Ainsi, Kardec doit faire face à des critiques sans cesse plus déterminées, mais lui-même est plein de détermination. Il tient bon, il avance malgré tout, sûr de sa mission. C'est aussi le cas quand des attaques viennent de courants rivaux ou dissidents du spiritisme, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là, bien entendu. C'est que l'école va bientôt faire des sous-écoles, la chapelle, des sous-chapelles. Il y a même d'anciens amis ou collaborateurs qui créent leur propre courant, etc. Plus les années passent, plus Kardec s'épuise. Vous savez, quand vous devez passer votre temps, on dirait que je vais me plaindre moi-même là, quand vous devez passer votre temps sur les chemins, aller faire partout des conférences, que vous devez répondre à vos ennemis, que vous devez affronter le scepticisme des uns et la moquerie des autres, tout ça fatigue, bien entendu. Un de ses amis écrira, je cite,
Bâti pour vivre 100 ans, il était miné moins par le travail que par les peines incessantes que lui donnaient les adversaires et les faux amis. Attaqué, injurié ouvertement par les uns, déçu et trahi par les autres. Et alors que Kardec sent la mort graviter de plus en plus autour de lui, il cherche à mieux organiser le mouvement spirit pour essayer d'assurer sa continuité. Il se dit qu'il faudrait que tout ça continue après lui. Et notamment, il va mettre de l'ordre dans sa succession et préciser un certain nombre de points de doctrine, car c'est bien ainsi qu'il faut appeler les choses. En mars 1869, lors d'une réunion du groupe spirit parisien, Monsieur Kardec, si je puis ainsi l'appeler, se défait de son titre de directeur des études. Il a 65 ans maintenant, il est temps de passer le relais, il est temps de prendre un repos bien mérité après des années éreintantes et peut-être de mener des expériences pour lui-même. Après tout, tous ceux qui pouvaient être convaincus le sont désormais, ceux qui ne sont pas convaincus ne le seront jamais, et il est peut-être temps de penser à soi d'une certaine manière. C'est dans ce but que Kardec entreprend de déménager, et le matin du 31 mars, il est chez lui en train de mettre de l'ordre dans ses cartons pour s'enfuir, si je puis dire, et là, subitement, il s'effondre, on ne parviendra pas à le ranimer, l'homme n'est plus. Reste son héritage. C'est en seulement une quinzaine d'années que Hippolyte Rivail, devenu donc Allan Kardec, a bâti une œuvre qui certes reste très controversée, mais n'en est pas moins considérable. Son livre des esprits a été un véritable phénomène de société, nous allons y venir dans un instant, la pierre angulaire d'une théorie ambitieuse qui, à l'aune d'une mort comprise sous un autre angle, comprise autrement, a envisagé l'existence sous un autre jour. Et oui, quand la mort n'a plus le même sens, la vie non plus, par définition. Au moment de son décès, Allan Kardec laisse, selon certaines estimations, environ 1 million d'adeptes à travers l'Europe. C'est un début encourageant, si je puis dire, pour celui qui estimait que l'idée spirit serait un jour la croyance universelle. Et Viviane Perret va nous le dire dans un instant, elle a montré à quel point cette doctrine d'Allan Kardec s'est répandue à travers le monde entier. L'un des aspects les plus intéressants peut-être, c'est tout l'arrière-fond psychophilosophique de cette doctrine. Je la cite. En adéquation avec le contexte social dans lequel le mouvement était né aux États-Unis, on va y revenir, Allan Kardec reprenait à son compte les aspirations philosophiques et politiques de l'époque. Un postulat fondamental du spiritisme était la croyance en la réincarnation, poussant ses adeptes à s'interroger sur le concept d'égalité à une époque de discrimination sexuelle et raciale légale. Le spiritisme se développa principalement en milieu urbain et populaire. Les cercles spirites, parallèlement à leurs séances, récoltaient des fonds pour fonder des crèches, des caisses de secours, des bibliothèques, des dispensaires et des maisons de retraite. On a l'impression à lire tout cela qu'on n'était plus très loin d'une nouvelle religion. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis très heureux de vous avoir dans ce studio cet après-midi pour parler non seulement d'Allan Kardec, mais du spiritisme en général et plus spécialement du dialogue avec les morts. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, on parle des forces de l'esprit avec deux invités, Franck Ferrand, que vous recevez aujourd'hui. Stéphane Alix, journaliste et fondateur de l'INRES et du magazine Inexploré, auteur du test Une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie, paru chez Albin Michel. Et puis Viviane Perret, journaliste et historienne et auteur d'Esprit es-tu là, histoire du surnaturel de l'Antiquité à nos jours, paru à la librairie Vuibert. Alors, un de nos auditeurs, Hubert, via Twitter, me demande, non sans un brin d'ironie que je sais déceler au-delà de sa politesse, si nous pourrions essayer une expérience en direct. Et comme vous le disiez, Anissa, pendant la publicité, si c'était le cas dans le studio où nous sommes, qui est le studio Coluche, l'ancien studio bocal l'ancien studio écran, d'Europe 1, ce serait extraordinaire, puisque un très grand nombre d'événements ont eu lieu dans ces murs-là. Et comme vous le disiez, nous sommes à quelques centimètres du fauteuil de Coluche qui trône dans le coin du studio. Donc ce serait passionnant, mais
peut-être qu'avant de nous lancer dans une expérience live, il serait utile de revenir un peu sur la vie d'Alan Kardec et sur sa postérité, Viviane Perret. Voilà un homme qui, sans grands effets de manche, parce qu'il parlait effectivement comme un ancien professeur, qu'il était, comme un ancien instituteur même, pour être encore plus précis, qui sans grands effets de manche a réussi à convaincre des centaines et des centaines de milliers d'adeptes. Alors, il a réussi à convaincre des centaines et des milliers d'adeptes, mais il est quand même dans un contexte qui est préparé depuis 1848. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Depuis une dizaine d'années à peine. Voilà, oui. la différence essentielle entre le spiritualisme et le spiritisme. Il faut le dire tout de suite, ça peut-être, justement. Alors, le spiritualisme, en fait, est né en 1848 avec les fameuses sœurs Fox, qui, dans une petite bourgade qui s'appelle Hydesville, qui est pas très très loin, qui est dans l'État de New York, se sont mis à entendre des sons. C'était Kate et Maggie. Elles avaient respectivement 11 ans et 14 ans. Et puis ce phénomène a pris de l'ampleur, les voisins sont arrivés, et puis les voisins des voisins, et on s'est mis à compter les coups, on s'est mis à poser des questions. Ce aurait été un colporteur qui aurait été assassiné par un ancien propriétaire de la maison. Et puis puisqu'il répondait, parce qu'il était bavard comme une pie, on s'est mis à lui poser des questions sur de l'au-delà. Ça a fait tache d'huile, on pourra revenir sur la carrière extraordinaire des sœurs Fox, mais le spiritualisme, c'est-à-dire cette communication avec les morts qui à l'origine se faisait sur les murs des maisons, qui se sont mis à être frappés ces coups sur des guéridons ou sur des tables, oui, voilà, à partir du moment où elles sont produites en spectacle, parce que sur une scène de théâtre, c'est difficile de trouver des murs. C'est étendu à fait tache d'huile dans tous les États-Unis et on s'est mis à communiquer avec les morts. C'était un amusement de salon. Vous aviez des petits pamphlets qui étaient produits où on vous disait comment organiser une séance. Donc le matin, vous vous réveillez médium, principalement des femmes, et le soir, on organisait une séance. Et là, on avait des grandes personnalités qui venaient. À l'époque, Benjamin Franklin était un des invités à ces séances le plus fréquent. Grand scientifique par ailleurs. Grand scientifique par ailleurs. Et ce spiritualisme a traversé l'Atlantique, a été particulièrement bien accueilli en Angleterre et en France. En Angleterre, vous avez même William Cope qui a voulu étudier le phénomène, qui était sur la liste des prix Nobel de chimie, donc une grosse pointure scientifique de l'époque. Et en France, on sait vraiment, il y a eu un énorme engouement pour ce qui restait tout de même l'un dans l'autre un amusement de salon. Oui, c'était très mondain, comme c'est Delphine Girardin notamment. Voilà, l'exemple le plus frappant, c'est Victor Hugo, qui a donc pratiqué du spiritualisme. Dans son exil. Dans son exil sur l'île de Jersey. Et donc au moment où Victor Hugo s'est arrêté, c'est-à-dire en 1855, il a pratiqué le spiritualisme de 1853 à 1855, c'est au moment où ce spiritualisme qui finissait par toucher toutes les couches de la société, c'était à la fois un amusement et aussi une réponse à beaucoup d'interrogations. Alors là, je reviens un petit peu. On était dans les grandes transformations de l'époque, dans tous les domaines. On ne brûlait plus personne. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une opinion contraire à ce qui se passait au sein de sa propre religion sans se voir arrêté et conduit au bûcher. Comme les sorcières d'autrefois. Exactement. Autant le spiritualisme avait, je dirais pas bonne presse, mais n'était pas trop critiqué aux États-Unis parce que les pasteurs étaient beaucoup plus pragmatiques et après tout, si c'était une preuve de l'au-delà, pourquoi ne pas utiliser les séances? Et d'ailleurs, la carrière des sœurs Fox aura été lancée au départ par un pasteur. Autant en France, là, il y a eu une opposition de l'Église catholique. Et là, on arrive avec Alan Kardec, qui n'a jamais été médium. À l'époque, c'est lui qui a formé deux mots médium, parce qu'avant on appelait ça somnambule, principalement des femmes, et qui étaient endormies au moyen de passes magnétiques. C'est la personne qui est l'interface en quelque sorte. Oui. Voilà, qui est capable de dialoguer avec les morts et qui est capable de le retranscrire aux vivants. Il n'a jamais été médium d'ailleurs, Alan Kardec. Il a toujours retranscrit ce qui se passait, comme Victor Hugo, mais il n'a jamais lui-même été médium. Et esprit frappeur, parce qu'à l'époque on disait poltergeist, on disait pas encore esprit frappeur. Et il a voulu, je dirais, moderniser et faire une doctrine du spiritualisme, et c'est lui qui lui a trouvé ce nom de
spiritisme et dont les adeptes s'appellent les spirites. Et donc on parle bien là d'adeptes, il y a quelque chose d'un peu religieux, il y a comme une organisation, il y a un dogme, il y a des héritiers bien entendu avec toutes sortes de courants, Stéphane Alix. J'ai dit tout à l'heure pour plaisanter que Kardec était un peu le Stéphane Alix de l'époque, c'est quand même une grosse différence entre vous, si je puis dire, c'est que lui il a fondé une école. Oui, moi j'ai pas vocation à fonder quoi que ce soit, effectivement, moi je me contente de rester journaliste et d'essayer d'être très pragmatique sur ces questions, mais je pense que de ce que vous avez décrit, sa méthode, j'ai l'impression d'utiliser un peu la même aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je me pose la question, au-delà de la lecture historique absolument passionnante, de savoir si finalement, est-ce qu'on parle de quelque chose de réel ou est-ce qu'on est dans le charlatanisme, l'illusion ou quelque chose qui pourrait recevoir une explication conventionnelle. Donc, moi, mon travail de journaliste, un peu comme celui de Kardec avec son travail de très méthodique, est d'essayer de monter une opération, de monter une expérience qui permettrait de prouver au moins, d'apporter des éléments extrêmement solides sur la véracité de ces phénomènes. Sur un plan historique, on peut déjà dire qu'il y a une partie des phénomènes qui relèvent du charlatanisme pur et simple, absolument avéré. Viviane Perret, il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Oui. On a toujours cité l'exemple de cette séance de spiritisme organisée chez l'impératrice Eugénie à Biarritz, avec ce bonhomme qui, en fait, se mettait pieds nus et touchait les... Ouais, Daniel Douglas Home. C'est ça, oui. En fait, il y a eu déjà, depuis les Sœurs Fox, et dès le début des phénomènes, il y a eu des confessions sous serment de personnes qui disaient bien qu'elles utilisaient leurs orteils et leurs doigts pour produire ces sons. Dans le cas de Daniel Douglas Home, quand il arrive en France en 1856, c'est un Américain qui est précédé par cette réputation de non seulement faire léviter les tables, mais de léviter lui-même, d'être particulièrement doué en la matière. Il arrive en 1856 à Paris, en provenance d'Italie, où, ma foi, disons-le, il a été chassé parce qu'il a été soupçonné de fraude. Il a été accusé d'adultère et puis les Italiens le traitaient de suppôt de Satan. Donc quand il arrive en France, il a une santé très fragile. Pendant 1 an, il déclare que les esprits ne peuvent plus communiquer avec lui et qu'il doit attendre. Mais tout Paris est aux aguets, tout le monde le veut. Et les premiers à le vouloir, c'est Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors bien évidemment, il y a une grosse différence. Et ça se retrouve dans le spiritisme qui va naître en 1857 au moment où Home va repartir vers les États-Unis. La grosse différence, c'est que la religion catholique, qui est quand même la religion la plus pratiquée en Italie et en France, est vraiment contre le spiritisme. Et cette doctrine de la réincarnation que met en avant Allan Kardec, elle est antinomique avec la religion catholique. Donc il va y avoir une opposition beaucoup plus forte, et vous allez avoir le père Arnay, qui était très 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 connu à l'époque pour ses prêches de carême, qui va tancer Napoléon III en lui disant « Mais comment vous osez recevoir un spirit ?» et que ces séances faisaient vraiment très mauvais effet. Oui, bien sûr. Et il a fallu 1 an pour que le couple impérial se rende compte que Home trichait. Quand on lit votre livre « Esprit es-tu là ?», on se rend compte que ces phénomènes ont toujours innervé les différentes sociétés, les différentes civilisations. Ils ont pris des formes différentes et ont eu plus ou moins droit de citer. C'est ça aussi l'affaire. Et les médiums, comme vous disiez, puisque c'est le terme, le nom que leur a donné Allan Kardec, ces médiums vont se généraliser à la fin du 19e siècle jusqu'à devenir quasiment des références dans la société de la Belle Époque. Stéphane Alix, il y a eu des médiums célèbres, bien entendu. Donc on est en présence là d'un changement de la société, puisqu'une partie des gens vont s'en référer à des êtres particuliers doués de dons, doués de sensibilité particulière qui leur permet d'entrer en contact avec une autre réalité. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, au-delà de l'opposition que peuvent rencontrer ces mouvements par rapport à l'Église, la science s'y intéresse aussi très tôt. L'Institut métapsychique qui a été créé par Charles Richet, qui était un prix Nobel au début des années 20, a eu pour vocation première d'étudier ces médiums. Et il y avait Camille Flammarion avant, qui était le grand astronome, enfin le père de l'astronomie populaire, et qui par ailleurs s'intéressait beaucoup à tous ces phénomènes. Entre autres, il y en a eu beaucoup. Entre autres, et s'il y avait cette opposition religieuse, il y avait au contraire une grande curiosité, un grand intérêt du monde scientifique qui a produit un nombre de résultats, un nombre d'expériences assez colossales. Alors qu'est-ce qui explique que le monde scientifique 50 ans plus tard a complètement s'est retourné, si je puis dire, et que alors que tous les grands professeurs en physique, en électrophysique, etc. étaient passionnés de spiritisme dans les années 1900, on va dire au moment de la Première Guerre mondiale, aujourd'hui ils ne veulent même pas en entendre parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une phrase, il faudrait faire de la sociologie
psychologie des sciences, mais il y a une phrase de Max Planck, qui était un des fondateurs de la physique quantique, qui m'avait frappé. Il m'a dit, vous savez, les nouvelles... Enfin, il m'a pas dit à moi, mais il a écrit... C'est passionnant. Je ne vais pas communiquer avec Max Planck. Mais il avait écrit, les nouvelles vérités scientifiques ne triomphent pas parce qu'elles sont justes, elles triomphent parce que leurs opposants finissent par mourir. Et je pense que sur une question comme ça, la vie après la mort, la conscience, la réincarnation, ça n'est pas 3 expériences scientifiques ou la curiosité d'une population à une époque qui va radicalement changer la façon dont l'humanité perçoit ce phénomène. Alors vous avez bien employé l'expression la vie après la mort, c'est ce qui est au cœur de l'interrogation, c'est ce qui est au bout de tout cela, si je puis dire. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, avec vos invités, Franck Ferrand, nous découvrons ce qu'un ancien président appelait les forces de l'esprit. Vous recevez Stéphane Alix, journaliste fondateur de l'INRES et du magazine Inexploré, et Viviane Perret, journaliste et historienne. Et il est notamment question de la vie après la mort. Oui, et à propos de cet ouvrage de Stéphane Alix, le test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie avec un point d'interrogation, je précise tout de suite, je voudrais pas qu'on fasse exploser le standard comme ça à 14h44. Il faut revenir juste un instant sur Allan Kardec, parce que je me rends compte que j'ai promis tout à l'heure aux auditeurs qu'on parlerait de sa postérité, Viviane Perret, et on est passé à autre chose, on est pris par la passion du sujet. On y vient d'ailleurs à la vie après la mort dans un instant, mais c'est au Brésil notamment que l'église Kardec, si je puis dire, va trouver des chapelles importantes. Voilà, il faut bien dire que Allan Kardec ne voulait pas créer une nouvelle religion, il voulait renouveler l'Église catholique. Bon, c'était très difficile avec ce principe de la réincarnation, oui, évidemment. Mais les Brésiliens... C'est totalement opposé au dogme catholique. Totalement opposé, mais les Brésiliens, avec Menezes de Calvanti et ensuite Rico Xavier, je suis désolée, je prononce très mal ces noms brésiliens, sont allés au-delà, c'est leur propre mot, se sont convertis au spiritisme et l'ont traduit en une religion qui s'appelle le kardécisme et qui touche, alors ça dépend comment on voit les chiffres, qui touche 4 millions de personnes au Brésil ou 2% de la population. Oui. Donc ça n'est pas la première religion du Brésil. Quand on dit 4 millions pour nous, ça nous fait rêver, mais c'est en fait 2%. Et qui touche une population, non, ce n'est pas nul. Et ce sont des personnes au recensement de 2010 qui se sont bien posées comme kardécistes. Et ce qui est intéressant, c'est que on a repris toute la doctrine sociale qui était vraiment le cœur du spiritisme et on lui a ajouté quelque chose qui rebondit sur ce que vous dites dans votre livre, Stéphane Alix, c'est qu'on lui a ajouté le côté psychiatrique. Il y a au Brésil des hôpitaux qui traitent les malades mentaux sous une forme de spiritisme. Ils estiment qu'ils sont infectés et ils pratiquent la désobsession, c'est-à-dire enlever l'obsession qui est entrée entre eux sous la forme d'un esprit. Et il y a presque là une forme de chamanisme, de néo-chamanisme d'une certaine façon, un exorcisme, disons. Alors c'est pas un exorcisme dans le sens où il travaille avec l'esprit pour lui faire comprendre qu'il doit partir. Ils ne partent pas du principe que l'esprit est forcément mauvais, mais en revanche qu'il s'est trompé de chemin. Alors vous avez étudié tout ça pendant des années, Stéphane Alix. Vous êtes allé, dès qu'on vous signalait un phénomène un peu particulier ou un médium doté de pouvoirs un peu différents, vous êtes allé enquêter, vous avez essayé de comprendre, etc. Et le livre que vous faites paraître actuellement est un petit peu la réponse à ce long cheminement, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous aviez envie de savoir si, oui ou non, il y avait quelque chose de vrai là-dedans. C'est ça l'idée ? Effectivement, parce que quand on aborde ces questions-là, effectivement, on peut y entrer de tellement d'angles différents que trouver une réponse définitive et formelle. D'ailleurs, c'est François Mitterrand qui disait qu'il adorait les gens qui se posaient des questions, mais il se méfiait énormément de ceux qui avaient les réponses. Oui. Et sur ce sujet-là, en plus, encore plus, il me semble. Donc effectivement, à travers le Kardec, test, entre nous soit dit, a tendance à avoir lui des réponses bien fermes, bien claires, souvent. Enfin bon. Oui, effectivement, en fréquentant des médiums, on s'aperçoit que certains ont des constructions assez précises de ce que devrait être le monde de l'au-delà et qu'elles sont pas forcément similaires les uns avec les autres. En revanche, il y a quand même des similitudes. Et ce que je voulais en faisant le test, c'était en fait faire une expérience scientifique dont je maîtriserais la totalité des paramètres. Quand vous dites une expérience scientifique, c'est que ça obéit à une méthodologie scientifique, en fait. Hein, exactement. Alors expliquez de quoi il s'agit. Voilà, c'est plus de 10 années de recherche sur la vie après la mort, rencontrant des témoins et des chercheurs, m'ont laissé imaginer que l'hypothèse que la vie se poursuit après la mort est une hypothèse recevable qui mérite d'être examinée. Donc, je suis parti de cette hypothèse en postulant que au moment de sa mort et au moment de la mise en bière, mon père était peut-être encore quelque part en train de percevoir ce qui se passait alentour. Donc, dans le funérarium, j'étais seul avec lui avec sa dépouille dans le funérarium. Je me suis adressé à lui et j'ai montré différents objets que j'avais sélectionnés en lui disant:
papa, voilà des objets que je vais cacher dans ton cercueil. On va faire une expérience ensemble, tous les deux, qui va consister à ce que tu ailles voir des médiums plus tard, quand j'irai les consulter, et tu leur dises de quels objets il s'agit. Et à peu près 1 an après avoir fermé le cercueil et l'avoir inhumé, je suis allé voir des médiums en ne leur disant surtout pas que je voulais les tester, en leur disant simplement que je voulais faire un livre d'entretien pour connaître un peu leur vie, leur façon de concevoir leur perception, etc. Et je leur dis, au début de l'entretien, on va juste faire une petite séance pour voir si des défunts se présentent. Et j'attendais que mon père se présente spontanément. Et c'est ce qui s'est produit, mais il s'est produit bien plus que ça. Non seulement mon père, mais des autres personnes de ma famille se sont présentées. Les médiums en question, vous les avez sélectionnés comment? Sur leur notoriété, sur leur des gens que j'avais déjà testés. Essentiellement, la quasi-totalité des médiums de ce livre, ce sont des gens que je connaissais, que j'avais déjà testés, dont j'avais pu déjà attester de la capacité à entrer en communication. Parce que la médiumnité, c'est quelque chose de très très fragile, de très subtil. Donc c'est sujet au stress, c'est sujet à la pollution mentale, effectivement, qui va empêcher les perceptions. Donc je voulais choisir des gens... les détourner, parce que c'est ce que disait Alain Decaux à propos des propos de la bouche d'ombre, c'est-à-dire de cette espèce d'oracle qui se manifeste chez Victor Hugo à Guernesey. En fait, l'oracle parle exactement comme un poème de Victor Hugo, mais peut-être que c'est le transcripteur qui prête sa voix et sa plume. C'est ce qui ressort du test, en fait, c'est que je suis entré en communication sans aucun contexte, et ça je peux l'affirmer aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincu, avec mon père et avec d'autres personnes de ma famille. En revanche, cet homme qui est mon père communiquait d'une façon un peu différente de celle qui était la sienne de son vivant. Donc je veux pour explication peut-être l'état dans lequel il est, parce que somme toute il est plus matériel, mon papa aujourd'hui, mais aussi le fait que ça passe par un médium, c'est-à-dire un intermédiaire, quelqu'un qui a un cerveau, quelqu'un qui a des désirs, des pensées, qui peut à certains moments capter quelque chose et puis mal l'interpréter et mal le retranscrire. Donc il y avait des éléments objectivables. Voilà, est-ce que les médiums trouvent les objets, et c'est ce qui se passe. Donc ça a été absolument fracassant quand ça s'est produit. Mais il s'est passé aussi plein d'autres choses qui montrent justement que voilà, les médiums sont faillibles, comme le disait effectivement Allan Kardec, comme vous l'avez souligné au tout début de votre intervention. Comme leur nom l'indique, ce ne sont que des transmissions qui ne sont pas toujours très pures d'une certaine manière. Ce besoin d'entrer en contact avec ses proches et d'une façon plus générale avec les disparus se manifeste partout et toujours, Viviane Perret. Ça, c'est assez étonnant. Partout et toujours, mais il faut remarquer quand même pour le spiritualisme et le spiritisme, ça s'est développé dans des contextes tragiques. Et surtout aux États-Unis, puisque je reprends le spiritualisme qui est né en 1848, non seulement il s'est développé dans le contexte extrêmement tragique et meurtrier de la guerre de sécession, mais il s'est aussi développé dans un contexte religieux très fort, qu'on appelle historiquement le deuxième réveil religieux des États-Unis, où vous avez énormément de congrégations qui vont fleurir, comme les Mormons, les Adventistes, mais vous avez aussi d'autres congrégations qui vont alors là exploser, comme les Méthodistes et les Baptistes, et qui vont se séparer complètement du vieux continent d'où elles étaient originaires. Et donc dans ce contexte religieux, on cherche de nouvelles réponses face au drame de la guerre de sécession. Les Français sont peut-être pas très au courant de cette guerre qui a fait des milliers et des milliers de morts, des corps qu'on ne retrouve pas, des disparus. Donc les parents qui n'ont pas la possibilité de savoir si leur fils est même ne serait-ce que mort vont se tourner en masse vers le spiritualisme. Donc vous avez ce contexte. Et à nouveau en France, le spiritisme va connaître une heure de gloire pendant la Première Guerre mondiale, et principalement en Angleterre, parce que vous avez toute une génération qui a été sacrifiée pendant la Première Guerre mondiale, et avec des personnalités très 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 influentes qui vont se mettre en avant pour cette promotion du spiritualisme, comme par exemple Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui est venu en France c'est un chapitre passionnant. Voilà, qui est venu en France présider un congrès du spiritisme. Donc dans un contexte où la religion, entre guillemets, classique, ne peut pas vous apporter une réponse pour vous rendre plus serein face à la disparition, à ce moment-là, vous avez un véritable envol de cette communication avec les morts. Je me rappelle un très bel ouvrage de Patrice Van Herzel qui s'appelle La Source Blanche sur l'affaire de dialogue avec l'ange, et qui est le pendant d'un autre très bel ouvrage du même auteur qui s'appelle La Source Noire sur ce qu'on appelle les NDE, c'est-à-dire les expériences de mort imminente qui se sont beaucoup développées depuis le milieu du XXe siècle, mais qui ont là encore toujours existé dans toutes les civilisations sous des formes et récupérées en quelque sorte par des mythes différents. Il y a un mythe platonicien très célèbre, Stéphane Alix. Le mythe d'Er, effectivement, qu'on trouve dans Platon. Hein. ER.
qu'on désigne effectivement comme étant la première expérience de mort imminente, parce qu'il s'agit de R qui, sur un champ de bataille, va mourir, va même être placé sur le bûcher et va assister à ce qu'il se passe après la mort, en assistant au jugement des valeurs morales des guerriers. Mais lui, il revient quand même, pour le raconter. Les expériences de mort imminente, effectivement, c'est scientifiquement ce qui permet une vraie porte d'entrée rationnelle à ce monde de l'au-delà. Parce que depuis une quarantaine d'années, depuis le développement sans précédent des techniques de réanimation qui permettent de ramener des gens qui mouraient autrefois après un arrêt cardiaque, on a un nombre de récits de ces expériences de mort imminente qui est absolument colossal, qui équivaut à peu près à 18-20% des gens vivant un arrêt cardiaque. Donc là, aujourd'hui, on a une masse d'informations médicales, physiologiques sur ces expériences-là qui indiquent qu'il se passe autre chose que simplement un petit accident cérébral. Oui, et qu'une disparition pure. C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Il y a aussi, puisque j'ai lu votre livre, la communication avec les morts que vous présentez dans votre ouvrage n'a plus rien à voir avec la communication avec les morts qui a pu y avoir au 19e et au début du 20e siècle. C'est-à-dire que vous n'avez plus, dans les cabinets spirites, vous aviez des ectoplasmes, vous aviez des photos retouchées, vous aviez des mains qui surgissaient, on entendait jouer des violons, tandis que votre communication avec les morts quand vous êtes allé voir les médiums est beaucoup plus douce et il n'y a pas d'effet, d'éclat. Il y a quasiment pas de rite, c'est ce qui moi me frappe le plus peut-être. Moi je suis journaliste, donc je m'intéresse pas au décorum, je m'intéresse à l'essentiel du message qui peut être transmis. Est-ce que oui ou non, je peux objectiver des informations provenant du monde prétendument de l'au-delà? Donc c'est ça que je cherche à faire et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir essayer de me débarrasser de tout le décorum, l'interprétation, le contexte que l'on retrouve différent évidemment à chaque époque et dans chaque culture. Donc est-ce que oui ou non des défunts peuvent dire quel objet a été caché dans le cercueil, oui ou non? C'est ce que j'essaie d'obtenir et le résultat est scotchant. Oui, c'est vrai que la lecture du livre est assez extraordinaire. J'imagine que, un peu à la manière d'Alan Kardec, ça doit vous valoir un très grand nombre de messages, non? Les gens doivent vouloir entrer en contact avec vous pour le coup, parce que qui n'a rêvé de parler à ces chers disparus? Oui, parce que effectivement, moi j'aborde cette question-là d'une façon encore une fois très rationnelle et c'est ce qui, je pense, séduit et ce qui fait que le livre est un succès depuis sa sortie, parce que voilà, je pose des questions que les gens se posent tous. Beaucoup de gens ont fait cette expérience de mettre des objets, soit avec cette intention, soit sans intention, forcément dans le cercueil de leur défunt. Et quand dans des consultations médiumniques, le médium, sans y avoir été préparé, parle d'un objet qui a été caché dans le cercueil, c'est un véritable séisme pour les gens qui vivent ça. Un séisme positif, quelque chose qui change la vision du deuil et la vision d'un parcours après un départ. Nous avons tous plus ou moins tendance à chercher des signes dans la vie, des signes qui nous seraient envoyés par les défunts. Évidemment, lorsque ce signe est aussi net, aussi pur, ça ne peut que donner à réfléchir. Je renvoie évidemment nos auditeurs pour en savoir davantage à votre ouvrage, car nous faisons ici une émission d'histoire, donc évidemment on n'est pas entré dans les détails de l'expérience elle-même. Ça s'appelle Le Test de Stéphane Alix et c'est édité aux éditions Albin Michel. D'ailleurs, vous allez en parler. Vous faites toute une tournée là à partir de la fin du mois à Perpignan, Bordeaux, Toulouse, Nice, Marseille, Montpellier. Dans le sud, j'ai envie de dire, les villes du nord n'ont pas votre prédilection. Il y aura également Mons, Paris, oui. Tout. En tout cas, vous serez à Perpignan le 28 février et à Bordeaux le 13 mars pour ce qui est des premières dates, Stéphane Alix. Toutes ces informations sont sur ma page Facebook. Et puis, Viviane Perret, donc, toute cette histoire des dialogues, en quelque sorte, avec les esprits. Esprit es-tu là? Histoire du surnaturel, histoire au pluriel, de l'Antiquité à nos jours. C'est dans cette belle collection, toujours aux éditions Vuibert, la librairie Vuibert. Et vous souhaitiez nous parler d'un spectacle, celui de Victor Vincent. Que vous avez vu en fait, Viviane Perret. Que j'ai vu vendredi soir et que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est un spectacle de mentaliste, mais il a voulu le situer dans le cadre des cabinets spirites du 19e siècle. Donc ça donne un petit peu... Dans cet esprit-là, oui. Voilà, c'est tout à fait dans l'esprit d'émission. Il y a du rite là et du décorum. Il y a du rite, il y a du décorum et ça donne l'occasion aux spectateurs de pouvoir un petit peu imaginer ce que c'était à l'époque, parce que faut dire, je me permets d'ajouter que pour les cabinets spirites, c'était aussi la grande vogue chez les magiciens, et un cabinet spirit très célèbre de magie, c'était celui de Georges Méliès. Par exemple, et oui, c'est vrai, qui est à l'origine par ailleurs de tous les effets spéciaux du cinéma. Oui. Merci beaucoup Viviane Perret, merci Stéphane Alix, merci. Longue vie à votre expérience et ce qui est certain, c'est qu'elle donne beaucoup d'espoir à énormément de monde. Ça c'est vrai. En gardant les deux pieds sur terre, ce qui est pour moi absolument indispensable. Voilà, les deux aspects. Merci. I've hung
voilà, ça c'est la bande originale de Ghost, si je ne m'abuse. On est avec les fantômes, les gentils fantômes. Unchained Melody à l'instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Jean-Sébastien sur europe1.fr. Il vous demande pourquoi nous utilisons aujourd'hui l'expression toucher du bois pour porter bonheur. Vous savez, dans tout un tas de sociétés antiques, qui étaient des sociétés polythéistes et volontiers animistes, en tout cas pour certaines d'entre elles, les éléments naturels étaient une manifestation du divin. On est dans la suite immédiate de ce que nous venons de dire. Les Celtes considèrent par exemple que les arbres sont une source d'énergie et de vitalité, et lorsqu'on a, si je puis dire, embrassé, épousé certains arbres, on ne peut pas leur donner tort. Dans la mythologie grecque, le chêne, symbole de puissance, est un des attributs de Zeus, etc. Le rite de toucher du bois est d'abord pratiqué dans l'Antiquité par les Perses et par les Égyptiens. Les Perses pratiquent le masdéisme, cette religion dans laquelle le fait de toucher du bois permet de se mettre sous la puissance protectrice d'Atar, le dieu du feu. C'est une croyance qui sera très développée, le masdéisme devenant religion d'État sous la dynastie sassanide. Et puis pour les Égyptiens, le bois diffuse un magnétisme, et dans toutes les sociétés, dans toutes ces religions, toucher du bois permet de se protéger du mauvais sort en quelque sorte. Alors au Moyen-Âge, où l'univers du merveilleux fait partie de la vie quotidienne, les chrétiens touchent du bois pour conjurer le mauvais sort. Toucher du bois, c'est un moyen de demander à Dieu d'exaucer des prières, et il existe une expression similaire à toucher du bois. Alors là, celle-là est plus étrange, c'est toucher la peau du singe. Elle a le même sens dans certaines régions, notamment dans le nord de la France. On touche la peau du singe en posant évidemment la main sur sa tête.